Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Installez-vous confortablement, voici le sommaire. Vous le savez, les vacances de printemps ont été décalées de quelques semaines afin de se calquer sur l'Académie de Nice. Nous verrons dans ce journal comment se sont adaptés les parents et leurs enfants. Nous irons à ce propos au centre de loisirs. Vous constaterez que cette structure s'est également adaptée à ce changement. La 16e édition du Salon Ever se déroulera du 5 au 7 mai cette année à l'espace Fontvieille. Une conférence de presse vient d'avoir lieu pour présenter ce prochain rendez-vous. Pour nous développer tout cela, nous serons avec le président d'Ever Monaco, Bernard Fautrier. Le Masters de tennis bat son plein, l'occasion pour nous de discuter avec le médecin du tournoi, Philippe Afria, sur son rôle sur place, de l'atmosphère qui y règne. Mais nous parlerons avec lui plus largement de la reprise du sport lorsque l'on est freiné comme ça par la crise sanitaire, que l'on soit amateur ou professionnel. Restez avec nous, Philippe Afria nous donnera de précieux conseils. Et enfin, nous reviendrons sur une conférence organisée par la Fondation Prince-Pierre à l'occasion de la commémoration du centenaire de la disparition du prince Albert Ier de Monaco. Le thème, le renouvellement de l'hygiène avec le XXe siècle. Vous pourrez le constater, le prince Albert Ier a apporté une grande contribution dans ce domaine. Mais avant cela, je vous l'ai dit dans ce sommaire, les vacances anticipées ont débuté depuis vendredi soir. Nous nous sommes donc demandé comment vous êtes-vous préparé à ce changement de date assez rapide. Y a-t-il eu des complications? Est-ce qu'il a fallu jongler avec votre emploi du temps ou avec votre travail? Avez-vous pu vous organiser comme vous le vouliez? Voici les réponses. Ça n'a pas changé grand-chose dans la mesure où je suis dans l'enseignement. Donc on a juste anticipé les vacances qu'on aurait dû avoir un peu plus tard. On a pu effectivement moduler et bouger nos congés. C'est surtout pour les parents. Moi, je ne suis que la grand-mère, mais les parents ont dû s'adapter. Et puis, je fais le soutien. Et là, on sort du musée. Moi, j'ai ma fille qui a 13 ans, qui est au collège. Non, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que elle a dû s'organiser pour le travail à la maison. On a eu un petit changement, surtout par rapport au travail, où il a fallu un peu anticiper ce qu'on a dû faire. Et on a fait un changement avec ma femme et on s'est arrangé. Et là, maintenant, c'est bon, a priori, ça devrait aller. Ils apprécient le changement vu qu'on mange de bonnes glaces. Ça, c'est une idée, manger des glaces, même s'il fait un peu frais en ce moment. Pour vous faciliter la tâche, suite au changement du calendrier des vacances scolaires, le centre de loisirs Albert II a lui aussi anticipé son ouverture, non plus dans les hauteurs de la Turbie, mais directement en Principauté. Un reportage de Juliette Rappert et Sylvain Péroumal. Ouvert depuis le 12 avril et jusqu'au 23 avril inclus, le centre de loisirs s'est délocalisé en raison des fermetures des structures d'accueil collectif de mineurs sur le territoire français. Le gouvernement princier a souhaité que le service d'accueil des familles pour leurs enfants pendant les vacances scolaires, bien sûr, puisse rester ouvert. Donc nous avons, si je puis dire, transplanté le centre de loisirs sur l'école des Révoirs pour les sections élémentaires et sur l'école du Parc pour les sections maternelles. 160 enfants sont accueillis pendant ces 2 semaines et malgré cette ouverture anticipée, aucune demande n'a été refusée. Il y a bien sûr un changement d'espace entre les 2 sites, cependant l'équipe pédagogique a mis tout en œuvre pour que cela se passe au mieux. Tout ce qui concerne l'extérieur, bien entendu, puisqu'à la Turbie, on a en effet un site extraordinaire avec 7 hectares de pinèdes, des terrains de tennis, des murs d'escalade, des terrains de sport. Donc bien sûr, ça n'est pas possible ici. Mais tout le reste, c'était vraiment le cœur des activités créatives, manuelles, artistiques, informatiques, numériques, etc. Tout cela, on l'a en effet mis en place, mis en œuvre cette semaine, cette quinzaine, avec les animateurs. Pendant ces 2 semaines, les enfants auront des animations autour du thème pixel art, des mosaïques en post-it sur la façade de l'école, de l'initiation au codage seront à l'honneur, mais aussi de quoi se défouler comme du tir à l'arc ou encore des défis par petits groupes, de quoi ravir les enfants de 3 à 13 ans. Voilà ce que l'on pouvait dire de ces vacances anticipées. C'est un salon dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables. L'an passé, il avait été décalé en septembre à cause de la crise sanitaire. Je veux parler du salon Ever. La conférence de presse pour annoncer cette manifestation qui se déroulera dans une vingtaine de jours vient d'avoir lieu au Yacht Club. Nous sommes avec le président de cette manifestation, Bernard Fautrier, bonsoir. Bonsoir. Cette année, le Salon Ever, 16e édition, aura bien lieu et ce sera du 5 au 7 mai. Vous me le confirmez ? Tout à fait, en effet. Et je peux même vous confirmer le lieu, qui est un lieu inhabituel pour nous, mais nous sommes accueillis, et on en est très heureux, par le chapiteau de Fontvieille. Il y a une raison particulière cette année à ce changement ? Alors c'était au départ lié à des problèmes d'une part des problèmes d'encombrement vis-à-vis de notre hôte habituel qui est le Grimaldi Forum, et d'autre part au fait qu'on souhaitait maintenir cette date
pour être, je dirais, en continuité avec le Grand Prix de Formula I. Très bien, donc qui se déroulera effectivement début mai. Quels seront les temps forts cette année? Les temps forts, c'est en termes d'exposition liés à la mobilité propre, c'est un afflux important d'exposants avec beaucoup de partenaires nouveaux tels que DS Automobile, tels que Hyundai, et donc un nombre important de véhicules, nouveaux véhicules, soit tout électriques, soit hybrides, hybrides rechargeables, qui seront présentés, je dirais, en première, qui seront des innovations qui n'ont pas été exposées au grand public jusqu'à présent. Comment arrive-t-on à organiser une manifestation comme celle-là dans ce contexte sanitaire? Je crois qu'à partir du moment où on considère qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, et elles le seront bien entendu, celles qui sont édictées par les autorités monégasques, à partir du moment où il y a une petite équipe qui est très motivée, on le fait, et c'est, je dirais, une des conséquences encourageantes ou positives, on le fait dans un contexte où il y a un besoin, un désir de plus en plus grand du consommateur, de la population, de passer à autre chose en termes de mobilité, d'avoir une mobilité plus respectueuse de l'environnement. On l'a vu avec des chiffres qui ont été des chiffres records en termes d'enregistrement ou d'immatriculation de nouveaux véhicules. Vous avez ces chiffres, vous pouvez nous donner quelques chiffres justement? Mais écoutez, à Monaco, on a dépassé les 7% du parc en véhicules électriques ou hybrides rechargeables. On est à peu près certain qu'on dépassera les 8% avant la fin de l'année. Et donc l'objectif, c'est vraisemblablement, d'ici à fin 2022, d'avoir dépassé les 10%. En quelques mots, qui seront les exposants? Ils viennent d'où? Que proposent-ils cette année? Les exposants viennent de toute l'Europe. Ils proposent, encore une fois, comme je le disais, des produits innovants. Je citerai simplement 2 partenaires qui sont des partenaires nouveaux qui ont fait un gros effort, qui sont Hyundai et qui sont DS Automobile, qui viendront présenter des innovations particulièrement intéressantes l'un comme l'autre. En 16 éditions, quelle a été l'évolution du Salon Ever? Eh bien écoutez, l'évolution, c'est que on était quelques illuminés qui, il y a 16 ans, souhaitaient faire prendre conscience qu'il y avait des alternatives à la mobilité et des alternatives aux énergies traditionnelles. Bien entendu, on peut considérer qu'on était un peu pionnier il y a 16 ans. Aujourd'hui, on considère que le message qu'on voulait délivrer, il a porté ses fruits. Dernière question, le monde va mal quand même, hein. Effectivement il y a des véhicules électriques, il y a pas mal de choses, mais le monde va mal au niveau sanitaire, ça on le sait bien sûr, mais je parlais de l'environnement. Depuis le temps que l'on tire le signal d'alarme, ça n'a malheureusement pas l'air de beaucoup évoluer ou pas assez vite. Les océans restent pollués, l'air aussi. En quoi, selon vous, ce salon, ce type de salon peut faire avancer, comment dire, le schmilblick, peut faire bouger les choses? Eh bien, dans son domaine, encore une fois, il peut permettre de faire prendre conscience qu'il y a des alternatives au business as usual, notamment dans le domaine de la mobilité, qui peut devenir une mobilité qui ne soit pas émettrice. Vous savez qu'en gros, dans les pays développés, la mobilité, les transports pèsent pour à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre, et que donc que des alternatives existent, et aujourd'hui ces alternatives elles sont proposées par pratiquement tous les constructeurs automobiles. Voilà. Et qu'en matière d'énergie renouvelable, eh bien entendu, on peut s'affranchir de plus en plus des énergies traditionnelles et trouver des solutions alternatives, au-delà d'ailleurs de tous les progrès considérables qui peuvent être faits, et les pays européens le font beaucoup, et Monaco en particulier, en termes d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les constructions, par exemple. On le rappelle, le Salon Ever se tiendra donc cette année du 5 au 7 mai à l'espace Fontvieille. Bernard Fautrier, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, M. Bonnier. Bonne soirée. Bonne soirée. On vous retrouve, Vanessa Dessy, pour faire un point sur l'actualité en principauté. Bonsoir.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le gouvernement princier poursuit la concertation avec les employeurs de la principauté afin d'évaluer le dispositif sanitaire et les mesures de soutien économique. L'objectif étant de trouver un équilibre entre la sécurité sanitaire et la meilleure poursuite des activités économiques afin de mieux protéger les emplois. Dans la continuité du programme Extended Monaco et afin d'accompagner la relance économique de la principauté, le gouvernement a défini un plan d'action. Ce plan s'appuie sur la mise en place d'un fonds de soutien appelé Fonds Bleu visant à favoriser la relance économique via le numérique. Ce fonds répond à 3 objectifs: développer la maturité numérique des entreprises monégasques, promouvoir un écosystème favorable à l'économie numérique et enfin soutenir la filière monégasque des services numériques aux entreprises. Dans ce cadre et sur un principe de cofinancement, le Fonds Bleu accompagne les projets de transition numérique. Nous continuons avec une conférence organisée par l'association monégasque pour la connaissance des arts. Oui, c'est au Théâtre des Variétés le lundi 19 avril que vous allez pouvoir découvrir Scandale versus Provocation. Dès les 16e et 17e siècles, la provocation était devenue une stratégie et le rejet un gage d'authenticité. Les discussions seront menées par Serge Legat, historien d'art, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, un événement qui s'inscrit dans le cadre de cycles de conférences proposés par l'association monégasque pour la connaissance des arts. Le 25 mai prochain, l'Office des timbres de Monaco procédera à la mise en vente de 4 nouveaux timbres. Effectivement, il s'agira du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, du 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust, du bicentenaire de la naissance de Fyodor Dostoïevski et enfin le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Ces timbres seront proposés aux abonnés et aux clients, conjointement aux autres valeurs du programme philatélique de la deuxième partie de 2021. Merci Vanessa. Passons à notre deuxième invité, Philippe Afria. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes docteur en médecine du sport. On va parler du sport chez les amateurs et du sport chez les professionnels. On commence par les amateurs, si vous le voulez bien. Le sport est, on va dire, mis de côté en ce moment. Je pense à ceux qui pratiquaient une discipline que l'on appelle de loisir. Eh bien, beaucoup ont arrêté avec la crise sanitaire. Quel est votre constat à ce propos ? Je vois qu'il y a une grande souffrance psychologique chez tous ces sportifs amateurs parce que ça fait partie de leur équilibre. On sait que le sport, c'est un paramètre très important dans la vie des gens. Ça prend de plus en plus de place pour les jeunes, pour les anciens, pour les adultes. Et actuellement, je dirais que les gens sont presque en dépression parce qu'ils ont un vrai manque de l'activité physique régulière. C'est mauvais pour la santé d'arrêter comme ça quand on faisait un sport un peu régulier, même si ce n'était pas professionnel ? Tout à fait, parce qu'on sait que le corps humain a besoin d'un équilibre et d'une régularité. Et on le constate que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels, parce qu'on a pas mal de sportifs qui font des phases de reprise, puis d'arrêt, parce que les installations ont ouvert un moment, puis se sont refermées. Et on sait que le corps, du fait de la perte de cet équilibre avec l'activité physique régulière, on s'expose évidemment à des blessures qui peuvent être plus ou moins importantes selon l'âge. Oui, quels sont les risques peut-être pour le cœur, les articulations, quels sont les risques ? Je dirais que c'est l'appareil locomoteur, donc toutes les blessures articulaires ou musculaires qui augmentent ou qui apparaissent, soit par le fait d'une reprise trop rapide. J'ai assisté à beaucoup de fractures de fatigue à la reprise du sport, c'est-à-dire des gens qui ont arrêté pendant 2-3 mois, qui d'un coup se remettent à pratiquer de façon quotidienne et qui malheureusement leur squelette ne supporte pas cette charge et présentent donc des vraies fractures osseuses mais qui sont liées à l'accumulation de la charge de travail. Et que faut-il faire alors justement ? Quels sont vos conseils ? Alors ce qui est recommandé, c'est une reprise très progressive des activités, c'est-à-dire qu'on ne va pas se remettre du jour au lendemain à faire 3-4 séances d'entraînement par semaine. Je dirais qu'il y a des paliers à respecter. Par exemple, la première semaine, on va faire 2 entraînements en respectant au moins 2 jours de repos entre chaque. La semaine suivante, on peut passer éventuellement à 3 entraînements par semaine avec 2 jours de repos. Et on augmente comme ça progressivement de semaine en semaine pour laisser le corps s'adapter. Lorsque l'on a attrapé la Covid-19, la vie d'après est complexe. On peut refaire du sport. Quel est votre constat là-dessus ?
Alors la problématique, c'est que la Covid-19, c'est une maladie infectieuse respiratoire. Donc elle a vraiment un tropisme pour se fixer sur l'appareil pulmonaire. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent, en fait, puis qui ont eu soit une infection ou qui se sont compliqués avec des infections pulmonaires au cours du Covid et qui, à la reprise du sport, ils sont essoufflés. Ils ont du mal à monter des escaliers, ils ont du mal à marcher plus de 2 km. Donc on voit vraiment qu'il y a une phase de réadaptation cardiaque et respiratoire qu'il faut mener chez ces patients qui ont eu la maladie Covid, comme on pourrait le voir chez des gens qui sont insuffisants cardiaques. On parle des sportifs de haut niveau, si vous le voulez bien maintenant. Je pense au premier confinement l'année dernière, et même plus, où les compétitions ont été en pause pendant longtemps. Comment est-ce que l'on gère cette période ? La plus grande souffrance, elle était mentale. Psychologiquement, un sportif, il a besoin de dépenser son énergie de façon quotidienne. Et le fait d'avoir ce sevrage, on sait que ça a un impact qui est même chimique, puisqu'on sait qu'au niveau du cerveau, l'activité physique, elle a un effet bénéfique. On fabrique des hormones positives, de la sérotonine, des endorphines, qui vous mettent dans un état agréable et de bonheur. Et donc ça, ce sevrage-là, on peut l'apparenter à un sevrage d'une personne qui prend des drogues et qui d'un coup l'arrête. On a un vrai sevrage chimique. Ça doit être complexe dans ces circonstances pour se préparer pour de grands événements que doivent faire tous ces sportifs professionnels. Ce qui est très difficile, c'est que le sport de haut niveau, c'est la planification. C'est-à-dire vous avez un calendrier annuel de compétition et en fonction de ce calendrier, en fonction des sports, vous allez planifier toute votre saison. C'est-à-dire la phase de préparation, la phase d'affûtage, la phase elle-même de compétition. Et vous construisez un plan d'entraînement, c'est-à-dire une augmentation progressive de vos charges grâce à ce calendrier. Et ces calendriers, ils ont été complètement chamboulés puisque vous avez des compétitions qui apparaissaient puis disparaissaient. Donc un sportif, il se prépare, puis d'un coup ça disparaît. De nouveau, une nouvelle compétition qui apparaît. Donc à chaque fois, il va appuyer sur l'accélérateur pour être prêt à temps. Et puis d'un coup, il va se réarrêter. Et donc le corps, comme je le disais, a besoin d'un équilibre et d'une régularité d'entraînement. Et donc là, c'est là où le risque de blessure est maximal. Vous avez parlé de fractures de fatigue. Vous avez remarqué une augmentation de blessures ou pas du tout lorsque les compétitions ont repris chez les professionnels ? Oui, chez les professionnels, on a eu pas mal de blessures musculaires, beaucoup de pépins musculaires, parce que justement, on a essayé d'accélérer les préparations, donc on augmentait les charges assez rapidement, et donc on a eu pas mal d'élongations, de déchirures qui sont habituelles dans le sport professionnel, mais à ce niveau-là, il y avait vraiment une augmentation de la fréquence de façon très significative. Là, vous êtes le médecin donc, du tournoi de tennis qui joue en ce moment au MCCC. Quel est votre rôle au sein du tournoi ? Vous intervenez dans quel cas ? Alors on avait un double rôle, c'est-à-dire que déjà on avait toute la partie d'organisation de la création de la bulle, tout le testing sanitaire avec le Covid qui a été assez complexe à mettre en place. Le gouvernement de la Principauté nous a heureusement très bien aidé là-dessus. Et après on a le côté réellement de compétition, la prise en charge des joueurs, où on a un suivi médical au quotidien, on a un réel centre de diagnostic et de soins au sein du Monte Carlo Country Club pour tous les joueurs qui font appel tous les ans. Ils nous connaissent très bien depuis plusieurs années. Et donc dès qu'ils ont des problèmes de blessures, qu'elles soient récentes ou anciennes, ils viennent nous consulter pour avoir notre avis, faire des examens complémentaires, faire des soins spécifiques parce qu'on a la chance en Principauté de la qualité des soins. On sait que de ce point de vue-là, on a une excellence et la proximité des établissements qui nous permettent de faire très rapidement un certain nombre d'examens et de traitements qu'ils auraient beaucoup plus de mal à faire dans d'autres parties du monde. Et là, justement, vous avez été particulièrement sollicité ou pas plus que d'habitude ? Non, comme d'habitude. En fait, malgré l'absence du public, c'est vrai que nous, ça a peu d'impact sur notre travail puisque les joueurs sont là, les compétitions se déroulent et donc la charge de travail est la même. On arrive le matin à 9h et on part, il est 20h à la fin des matchs et on a à peine eu le temps de regarder les scores et les matchs sur le terrain à cause du travail. Vous avez parlé, là, il y a quelques instants, de cette bulle sanitaire pour les joueurs. Nous l'avons appris mardi, Daniil Medvedev a été testé positif à la Covid-19. Quel est l'état d'esprit là, chez les joueurs et au niveau de l'organisation ? Ça a mis un coup ? Non, parce que maintenant les joueurs sont habitués, puisque dans chaque tournoi il y a toujours un ou plusieurs cas qui se démasquent malheureusement à ce moment-là. La chance qu'on a eue pour Daniil, c'est qu'il n'était pas encore rentré dans le tournoi. C'était juste avant son entrée dans le tournoi, donc les contacts ont été très limités. Il est passé une journée et encore son test était déjà négatif. Quand il est rentré au sein du country, il était négatif. Donc je pense qu'on a évité le pire. D'accord, il ne devrait pas y avoir de risque de cluster à votre avis ? Non.
Philippe Afriyat, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. On change totalement de sujet à l'occasion de la commémoration du centenaire de la disparition du prince Albert Ier de Monaco. Une conférence s'est tenue au Théâtre des Variétés en présence de Georges Vigarello, spécialiste de l'hygiène et de la santé. L'objectif, rendre hommage au prince Albert Ier pour ses contributions en matière d'hygiène au XXe siècle. Reportage de Juliette Rappert. Dès les années 1900, la détection des sources infectieuses devient un principe d'hygiène et s'inscrit dans la loi. Cependant, Monaco, à cette époque, répondait déjà aux conditions grâce à son prince souverain. Le prince Albert Ier, c'est un savant. Et donc ses contributions partent de données qui sont scientifiques. Elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. C'est quelqu'un qui d'abord a beaucoup pensé la question des déchets, la question de la circulation des égouts, la question de l'apport de l'eau. C'est en partie grâce à l'accueil hôtelier jugé moderne et soigné. Le prince Albert Ier souhaitait aussi favoriser le développement de stations hydrominérales, maritimes et climatiques, afin de retrouver une notion d'hygiène. C'est un prince qui, à travers l'hygiène, a inventé la nouvelle ville de Monaco. C'est-à-dire une ville avec, évidemment, le palais, les racines et le pouvoir. Une ville qui se trouve au niveau du port et qui va devenir une ville de résidence avec des maisons, avec des logements ouvriers, avec des casernes, avec des écoles. Une ville qui va se trouver au niveau de des spélucs, si vous voulez, le casino, les hôtels, c'est la ville de prestige, vous voyez. Et puis des villes d'habitation, donc Saint-Roman, etc. Et surtout le lieu de santé qui se retrouve au niveau de l'hôpital. Le prince Albert Ier a donc contribué largement aux changements majeurs concernant l'hygiène, la santé, mais surtout sa manière de penser sa ville, Monaco. Les enfants sont en vacances, mais c'est un petit cours d'histoire signé Juliette Rappert. Passons au point météo, Vanessa, avec toujours de l'instabilité. Oui Fabien, car le temps sera couvert et pluvieux, surtout dans la matinée. Des rafales pouvant atteindre 20 km/h traverseront la région. Les températures seront assez fraîches, elles oscilleront entre 8 et 12 degrés. Le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 20h14 et nous fêterons les paternes. Je ne suis pas sûr que le prénom Paterne soit dans le top 10 des prénoms les plus courants en ce moment. En attendant, sachez que c'est un saint du 5e siècle et c'est un des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Il est temps de se quitter. Une dernière chose avant cela, les photos. Nous sommes au milieu de la semaine de tennis avec le Rolex Monte Carlo Masters qui a fait son retour. Voici les plus belles photos du jour, signées Manuel Vitali. Vous retrouverez d'ailleurs votre magazine consacré à ce tournoi, présenté par Frédéric Hélion et Christophe Paco, dans quelques secondes à peine. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez Émilie Rousseau aux commandes du JT jeudi 19h. À très bientôt. Au revoir.